Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Nous allons parler de 4 thèmes aujourd'hui. On va d'abord parler en Côte d'Ivoire du soutien de Henri Konan Bédié à Alassane Dramane Ouattara dans la perspective de la prochaine présidentielle. La colère du Tchad face aux attentats répétés contre le contingent au Mali. Troisième thème, les nouvelles des pourparlers intermaliens d'Alger. Et enfin, France, un nouveau des chefs de guerre nommé Hollande après le Mali et la République centrafricaine. François Hollande qui engage la France contre l'État islamique, des thèmes qui seront abordés par nos invités. Adam Cham du Républicain et de arawanexpress.com, Alexis Calambri des Échos, Baba Dakono, journaliste chercheur, et Serge Daniel, journaliste écrivain. C'est officiel, le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, soutiendra Alassane Ouattara lors de la prochaine présidentielle ivoirienne. L'annonce a été faite jeudi dernier lors de la tournée du président Ouattara à Daoukro. Daoukro, vous le savez, c'est le village natal de Henri Konan Bédié. Baba Dakono, c'est un soutien de taille, un soutien de poids pour la réélection du président Alassane Ouattara. Oui, c'est quand même un grand soutien, sans une grande surprise, mais ce soutien, il faut le replacer également dans le cadre, dans le contexte ivoirien, se poser les questions aujourd'hui sur la suite à donner par rapport à ce soutien, puisque ce soutien n'est pas partagé par tout le PDCI RDA. Il y a des voix dissidentes. Il y avait d'abord les représentants du parti en France qui se sont désolidarisés de cette décision. Il y a aussi le député de Port-Bouët qui également estime que, pour reprendre ces mots, cette décision de Henri Konan Bédié est nul effet. Ça met en perspective les discussions, les divergences de points de vue et d'opinion qui existent au sein du PDCI depuis le dernier congrès tenu en octobre. Ça fait, le président par là fait l'effet d'annonce. Les dissidences commencent à s'affirmer. Maintenant, quelle est la gestion que le parti pourra faire en son sein pour que cette dissidence n'amène pas soit ce qui est très peu probable, le renforcement du Front populaire ou la création, pourquoi pas, d'un autre parti par les dissidents. Alexis Calambri, oui, ce soutien. En fait, c'était prévisible parce que si vous avez vu le renouvellement même du mandat de Konan Bédié à la tête du parti a été, en tout cas, supposé comme orchestré par le RDR, justement en prévision d'eux, et le fait qu'il se précipite, qu'il n'ait pas organisé de congrès ou même une assemblée générale pour faire valider cette décision, soutient la thèse que c'est un retour de l'ascenseur. Oui, on peut parler de coups préparés à l'avance, puisque Henri Konan Bédié, comme l'a dit Alexis, a violé les textes même du parti pour être reconduit à la tête de la formation. Au sein du PDCI aujourd'hui, même si vous faites des élections à l'interne, le patron c'est Henri Konan Bédié. Que vous le veuillez ou pas, c'est ça la réalité. Et donc, vous parliez tout à l'heure des dissidents. C'est vrai, c'était normal, il fallait s'attendre à cela. Mais les dissidents, on verra bien ce que pèsent les dissidents. Ils ne pèseront pas grand-chose. Parce qu'il y a dans le PDCI, si vous prenez les ex-partis uniques en Afrique, c'est l'un des rares, quelqu'un l'a dit récemment, je crois, qui est resté solide. Mais le PDCI se reconnaît essentiellement en Bédié. Je reste persuadé que Bédié sera suivi par la majorité des cadres, des membres du PDCI, en annonçant, avant les élections, quelques mois avant les élections, qu'il vote Ouattara. Le président Ouattara, de son côté, il est en train, à mon avis, de récolter les fruits de son humilité vis-à-vis de... Vous savez que c'était des ennemis. Vous savez que c'était le président Bédié qui était le premier à créer des problèmes, à trouver des poux sur la tête du président Ouattara. Et ça donne une image plutôt de réconciliation pour moi. Je reste persuadé que c'est un bon coup pour Ouattara, le président Ouattara. Quant à Bédié lui-même, ce qui est intéressant sur le président Ouattara et au Bédié, c'est qu'il souhaite une chose aujourd'hui, c'est que les deux partis, en fait,
forment un grand parti national. Du nom de PDCI RDR. RDR, par exemple. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un bon coup. Maintenant, on va voir sur le terrain les rapports de force, comment ça va se passer. L'élection présidentielle n'est pas demain. Donc il y a des choses qui peuvent se passer encore. Quelle sera la position notamment de Charles Konan Banny, qui est quelqu'un qui est quand même un poids lourd du PDCI, on verra. Mais c'est un bon coup, à mon avis, pour le président Ouattara. Je crois que ce que Gbagbo a réussi de fascinant tout en perdant le pouvoir, c'est de rapprocher durablement Alassane Ouattara et Bédié. Comme Serge l'a dit, c'était pas des amis exactement il y a quelques années. Ceci dit, Dakono peut-être a raison. C'est pas l'annonce d'un congrès. C'est Bédié qui annonce effectivement le ralliement du PDCI. Mais je crois que ça se fera parce qu'il doit être probablement l'homme le plus fort du PDCI. Même si on peut envisager à ce stade que ça ne se fasse pas sans conséquences pour le PDCI. Et donc je crois qu'Alassane Dramane Ouattara est en train d'aller peut-être vers plus qu'une élection, un sacre, parce que en vérité le PDC et le FPI ne pèsent presque plus rien. Le PDCI va être avec lui. C'est peut-être l'élection la plus normale qu'on va avoir en Côte d'Ivoire depuis les années 90. Ok, est-ce que c'est gagné d'avance puisque Kouadio Konan-Bertin Kakabe a dit que la convention du parti est maintenue, convention à l'issue de laquelle le candidat du PDCI RDA sera désigné. Oui, c'est-à-dire il y a deux choses. Il est à la limite, c'était prévisible que les deux partis convergent tôt ou tard. Si l'on voit que depuis que Ado est là, il a nommé un premier ministre du PDCI et ils ont travaillé en intelligence. C'est vrai qu'il a souvent, disons, il s'est beaucoup appuyé sur Bédié au détriment des autres courants. Bon, il y aura des poussées de fièvre, mais grosso modo, ce qui risque de se passer, c'est que le schisme est inévitable. Les mécontents vont, dans le meilleur des cas, créer un courant, sinon... ou même présenter un candidat. Voilà. Mais ils ne vont pas faire le poids. En revanche, là où le RDR devrait faire, à mon avis, attention, c'est au niveau de la nomination des cadres au sein de l'administration. Quand vous avez des amis ivoiriens, ils vous disent « Ah oui, mais quand même, le PDCI est partenaire du RDA », mais on constate qu'il n'y a que des cadres RDR au poste de responsabilité. Donc, puisque le chemin est forcément semé est jonché de difficultés à surmonter, il faudrait, à mon avis, que le président Ouattara joue la carte de la réconciliation nationale et que tout le monde se sente ivoirien et qu'effectivement, que les gens du PDCI, que les gens du FPI puissent assumer des postes de responsabilité et que à ces postes de responsabilité soient destinés à des gens compte tenu de leurs compétences et non compte tenu de leur appartenance politique ou religieuse. Baba, oui. Oui, mais au-delà du fait que, vous avez parlé tout de suite, est-ce que c'est gagné d'avance? Au-delà du fait que le report de voix n'est pas systématique par rapport au soutien d'un candidat à un autre, je pense que ça met en lumière, en perspective, les dissidences qui existent au sein du PDCI depuis très très longtemps. Vous savez, quand on voit aujourd'hui ceux qui s'opposent à cette annonce ou au soutien à Alassane Dramane Ouattara et ceux qui sont pour, on voit qu'en quelque sorte un conflit de génération. C'est en quelque sorte des jeunes face aux vieux. Et ce qu'on a reproché au PDCI depuis des années, c'est que c'est un parti, permettez-moi l'expression, un peu gérontocrate. C'est un parti où c'est l'assise des vieux sur les jeunes. Donc, ce sera aussi l'occasion, et je pense que l'occasion elle est bonne pour ce parti en fait de pouvoir dépasser ces clivages. Ça va être difficile. Les jours à venir, notamment avec le Congrès, nous serons davantage édifiés. Ok, Alexis, on parle de rassemblement des hauts-fêtistes. Est-ce que PDCI RDR n'est pas la concrétisation de cette alliance-là? Si un ancien Premier ministre du président Houphouët-Boigny se trouve avec celui qui a été son dauphin constitutionnel, son enfant, est-ce que on peut peut-être pas parler d'alliance contre nature, c'est naturel, ça pouvait être dans... Non, très bien compris. Comme Serge l'a dit, c'est vrai que les deux camps se retrouvent ou se reconnaissent en Houphouët, mais c'est le plus petit dénominateur commun. Si vous discutez un peu sur place avec les uns et les autres, ils ont souvent l'impression
comme ils disent que c'est comme une revanche des Djoula sur les autres, les nominations, les postes clés. Donc disons le PDCI avale beaucoup de couleuvres et semble être, disons, celui qui est brimé dans l'alliance. Donc je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont encore en suspens. Ok, beaucoup de questions en suspens. Deuxième thème de l'émission, 5 casques bleus tchadiens ont trouvé la mort jeudi dernier à Aguelog dans une explosion de mine. Peut-être la perte de trop puisque N'Djamena dénonce, je cite, le traitement discriminatoire réservé à ces troupes au Mali, accusant la MINUSMA de les utiliser comme bouclier. Alexis Calambri, que vous inspire la colère du Tchad, la colère de N'Djamena plus précisément, par rapport à ces attentats répétés, à ces victimes fréquentes de soldats tchadiens au Mali? Elle est légitime parce qu'effectivement on a l'impression que pas que la MINUSMA les met en première ligne, mais qu'il y a comme un acharnement contre ces troupes-là. Et à juste raison, tout le monde connaît la réputation de ces troupes-là et vu un peu la réalité du terrain, il semble que beaucoup ont intérêt à ce que le Tchad se fâche et retire ses troupes. Donc je pense que on peut comprendre leur colère et il y a encore un moyen de sauver les choses. Baba Kono. Oui, M. Calambri parlait tantôt de la valeur de ces troupes. Ce qu'il ne faut pas occulter sans mettre en cause la valeur des troupes tchadiennes, tout ce qu'ils ont apporté au Mali en janvier, c'est qu'entre-temps ça a changé. On sait que en janvier, c'était la garde rapprochée du président Déby, super équipée, super bien formée, qui était là. Mais entre-temps, ça a changé. Comme dans le milieu militaire, ce qu'on dit, c'est après les tout venants qui arrivaient. Donc, qui fait que le Tchad, tout comme la grande partie de ce qui compose aujourd'hui la MINUSMA, comme les gens le disent, viennent en tourisme. Maintenant que le Tchad soit victime, c'est la position stratégique du Tchad en fait. Les soldats tchadiens, la troupe tchadienne, quand même l'expérience du combat qui se fait actuellement au nord de la mission de la MINUSMA qui fait qu'elle occupe une position stratégique, notamment à Aguelog. C'est bien, il n'y a qu'une seule route dans cette zone. Il va sans dire que les Tchadiens étant là, 80% des pertes qui sont des pertes de la MINUSMA retombent sur le Tchad. Maintenant, dans une large mesure, instrumentaliser cette perte qu'on déplore tous à des fins politiques, puisqu'il ne faut pas oublier, occulter également que derrière cette colère du Tchad, il y a quand même des revendications. Quant aux revendications légitimes d'équipement, je pense que des réponses sont en train d'être apportées. Maintenant, les autres revendications qui sont d'ordre politique, maintenant... D'accord. Est-ce que c'était un harcèlement? Les Tchadiens ont raison de ne pas être contents. Vous avez toujours entendu, chaque mois, on dit il y a tel pays contribue à des troupes de la mission de l'ONU au Mali, ça a été les Chinois, ça a été... Alors tout le monde arrive, mais personne ne va sur le terrain finalement. Ce sont les Tchadiens seuls qui sont sur le terrain. Et les règles de la MINUSMA sont claires. C'est-à-dire que quand vous avez des troupes qui sont stationnées, positionnées à un endroit, pendant une durée, j'ai oublié la durée, il faut ce qu'on appelle la relève. Il n'y a pas de relève et ce sont les Tchadiens qu'on laisse sur le terrain. Donc c'est tout à fait normal la réaction des Tchadiens. Si les Tchadiens quittent le nord du Mali, nous aurons des problèmes. Parce que ce sont des troupes aguerries, comme le sont les Nigériens de l'autre côté. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, Tangaré, qui est grave, c'est que dans le Terrara, dans le massif du Terrara, vous avez les islamistes qui sont en train de revenir à nouveau. La MINUSMA doit prendre ses responsabilités et observer la relève, que d'autres troupes sur le terrain aillent à Aguelog. Il n'est pas écrit que ce sont les Tchadiens seuls qui doivent rester à Aguelog. Ils ont perdu 10 hommes, 10 soldats en moins d'un mois. Je connais un peu les Tchadiens, si on ne fait pas attention, ils vont claquer la porte. Adam, sur la question. Changer de position. Voilà. Donc les troupes tchadiennes, aujourd'hui, comme les Burkinabés il y a quelques jours, ne sont pas mortes au combat. Les soldats ne sont pas morts au combat. Ils sont morts à cause des mines. Des mines sont posées et on assiste de plus en plus à ce genre d'attentats qui indiquent peut-être que quelqu'un n'est pas en train de faire son travail.
à moins que ces mines n'aient été posées en février 2013 avec la progression des troupes françaises. Qui doit faire son travail aujourd'hui là-bas? Il y a que les Français se sont recomposés donc en Barkhane et peut-être lorgnent un peu plus vers la mission régionale qui leur est désormais assignée que les patrouilles à l'intérieur de la région de Gao. Il y a que la MINUSMA, quoi qu'on dise, elle a pour mission aussi de lutter contre le terrorisme et donc les patrouilles contre les poses des mines et autres font partie de son travail. Elle peut ne pas avoir d'équipement adéquat, mais donc c'est un problème. Il n'y a que l'armée malienne s'est quand même repliée aussi depuis le 21 mai. Donc ça découvre un peu les troupes qui sont restées là, donc les Sénégalais à Kidal et les Tchadiens dans la région d'Aguelok, qui est par excellence, Serge Daniel le sait, la région de Abdelkrim le Targhi, un terroriste affilié à Iyad Agali, qui, lui, la coule douce quelque part au nord du Mali ou en Algérie. La question, c'est pourquoi est-ce que, par exemple, quelqu'un comme Iyad Agali est encore libre et se promène tranquillement alors que les Tchadiens sont en train de mourir. Je suis d'accord avec Serge Daniel. Si on ne trouve pas la réponse assez tôt à ces questions brûlantes, effectivement, le Tchad risque de partir et le Tchad, en partant, effectivement, remet tout en cause. D'accord, ok. Alexis, ensuite, Baba Dakono. Je crois que ça a fait, disons, réagir au moins Barkhane. Si vous avez vu, Barkhane a fait un communiqué aujourd'hui pour dire qu'ils ont fait une opération de ratissage de la zone avec des résultats qui donnent froid au dos. Plus de 2000 litres de carburant, et des caches d'armes, des bombes qu'ils ont pu découvrir. Ça veut dire qu'il y a encore une réalité et je pense que ces mines ne doivent pas être anciennes. Je pense qu'il y a c'est ce que je veux dire. C'est l'impression qu'on a, si tu permets, je passe la parole, c'est que ces mines, il y a des spécialistes de la pose des mines de fabrication artisanale et des mines qui viennent visiblement de la Libye. Et l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que vous avez des djihadistes qui sont cachés dans la zone, qui connaissent très bien les routes principales et qui regardent loin à 5 km et paf, posent des mines. Mais il faut quand même des avions de la MINUSMA. On parlait des soldats tchadiens tout à l'heure. Vous savez que des soldats tchadiens à Aguelok dorment parfois dans leurs véhicules. Donc il y a un minimum que ces soldats n'ont pas aujourd'hui. Donc c'est la responsabilité de la MINUSMA essentiellement d'abord, à mon avis. Ok, Baba, vous l'avez oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est évoqué ici, c'est des problèmes. C'est pas un problème spécifiquement tchadien. Aujourd'hui, on fait la relève, on remplace les troupes tchadiennes par d'autres troupes. Monsieur Cham vient de le dire, ça sera la même chose. Les mines seront toujours là. Mais ça veut dire qu'on va relever. C'est pas une raison pour laisser les Tchadiens là-bas. Ça met en perspective en fait le problème aujourd'hui en général de la MINUSMA face à sa mission. Il faut une MINUSMA plus forte. Là, je suis d'accord. Là, je partage votre avis. C'est dit que la MINUSMA a un mandat quand elle arrive dans un pays. Mais ce qu'on constate, c'est que la mission de l'ONU au Mali aujourd'hui a un mandat, si vous permettez l'expression, faible. Elle n'a pas un mandat robuste qui l'oblige ou qui lui permet d'aller sur le terrain comme avant. Il ne faut pas, comme le disent les gens quand vous allez à Gao, vous savez comment on appelle les gens de la MINUSMA, on les appelle des touristes là-bas. Okay. Est-ce qu'on peut parler de stratégie de harcèlement? Sinon, qui aurait intérêt à ce que les troupes tchadiennes se retirent? Je suis persuadé, de notre côté, j'allais le dire, que c'est la théorie du harcèlement. Les rebelles, les islamistes aujourd'hui, à Kidal, il n'y a plus l'armée malienne. Il y a un bout de la MINUSMA, les groupes rebelles. Et vous voyez que le Aguelok devient un verrou qui doit sauter pour les islamistes, où ils ont envie de s'implanter. Je reste persuadé qu'en harcelant comme ça les troupes tchadiennes, l'objectif visé par les islamistes, les djihadistes, c'est de voir les Tchadiens partir de là-bas. Oui, la MINUSMA partir de là-bas. La MINUSMA partir de là-bas. Okay. Dont les soldats tchadiens. Oui. Voilà, la transition est trouvée pour parler, pour avoir les nouvelles d'Alger, où ont lieu les pourparlers inter-maliens. Quand même, c'est une coïncidence difficile pour parler inter-malien. Donc, après avoir boycotté le premier face-à-face avec la délégation gouvernementale, les groupes armés sont finalement revenus autour de la table de discussion. Mais le statut politique et juridique de l'Azawad reste une constance dans les exigences. Baba Dakono, est-ce qu'il fallait s'attendre aussi à cette attitude des mouvements armés par rapport à ces pourparlers? On boycotte, on revient et puis bon, voilà. Il faut s'attendre à
tout au niveau de ces mouvements armés, surtout que on sait que ces mouvements armés, chaque jour on découvre les clivages sociologiques qui existent dans cette région du Nord, émergent sur la recomposition de ces mouvements. Donc chaque fois qu'il y a une recomposition ou une nécessité de changer le rapport de force, si vous remarquez sur le terrain ces derniers jours, les populations sont de plus en plus harcelées par certains groupes armés sur des questions de taxes, sur beaucoup d'autres questions, des rumeurs qui remontent comme quoi s'ils veulent avancer dans certaines dispositions. Donc chaque fois qu'il y a la composition qui reflète en fait la composition sociologique de ce grand ensemble qui n'est pas monolithique comme les gens pourraient le penser, change, les revendications changent pour se maintenir dans les discussions, avoir une place qui puisse permettre en fait. Et aussi, il ne faut pas négliger également que dans ces discussions, c'est toujours des demandes, permettez-moi l'expression, maximalistes. On demande le maximum, mais en fait, je pense que tous ces groupes armés ont les stratégies, ont les demandes, la conciliation va venir quand on va atteindre le niveau qu'ils étaient fixés réellement. Ok, Alexis, on a l'impression que le talkie, sinon Touraya, marche entre Kidal et Alger, puisqu'il y a une coïncidence au moment où on le sait pour parler, il y a un harcèlement au niveau du contingent tchadien. Oui. Est-ce qu'on peut parler de connexion entre ce qui se passe à Dialogue à Kidal? Non, c'est évident. C'est évident et c'est qu'il y a, si vous voyez comment il y a le dilatoire. À la limite, on se demande aujourd'hui à quoi ont servi les rencontres préparatoires qui avaient pour but de baliser le terrain. Pratiquement, on a passé un long moment à remettre en cause tout ce qui avait été acquis, tout ce qui était dans le programme de discussion. Donc je pense que il y a comme une guerre d'usure que les mouvements veulent mener à Alger et je pense qu'après la fête, on verra clair avec les propositions de la partie algérienne, mais pour le moment, ils ne semblent pas très intéressés à aller vite et à aller à une solution. La dernière fois, je disais que ça, c'est une technique de négociation. Mais aujourd'hui, la situation se décante, parce que vous avez trois types de situations. Vous avez commencé à la décrire tout à l'heure. Vous avez parlé du téléphone entre Kidal et Alger, par exemple. Vous avez à Kidal des gens qui ont marché, qui ont dit non, nous ne voulons pas du Mali, non au Mali. Mais vous avez deux autres marches. Ce dimanche à Tombouctou, les gens sont en train de marcher pour dire non au fédéralisme, non à l'autonomie, oui au Mali. La semaine dernière, ou cette semaine, je crois que c'était jeudi ou mercredi, à Gao, les gens ont marché pour dire non au fédéralisme, non à la division. Ça veut dire que les groupes armés qui se revendiquent de Gao et de Tombouctou qui revendiquent l'autonomie, il faut venir expliquer ça aux populations. La situation se décante pour deux raisons. Aujourd'hui, vous avez écouté probablement le président de la République sur TV5. C'est la première fois qu'on a la position officielle du gouvernement, c'est-à-dire la ligne rouge ou jaune, rouge à ne pas franchir. Le président de la République a dit: nous sommes pour la décentralisation poussée, nous sommes pour la régionalisation. C'est-à-dire que c'est la première fois officiellement qu'on le dit. Donc, le Mali va bloquer, le gouvernement malien va bloquer sur cette position-là. De l'autre côté, les rebelles vont parler à un moment de fédéralisme, mais il y a trois types de groupes armés aujourd'hui à Alger. Rapidement, le groupe qui est le plus à l'aise, c'est le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, parce qu'ils sont dans la région de Kidal. Et quand vous discutez avec eux en privé, ils ne veulent pas de fédération, ils veulent gérer leurs affaires, voir le drapeau national flotter chez eux. Mais les autres groupes qui se revendiquent de Gao et de Tombouctou, ce sont des groupes qui auront des difficultés à repartir sur le terrain avec des idées d'autonomistes. Mais pour moi, plutôt la situation se décante. Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, je ne vois pas un accord signé à Alger avant 2-3 mois. Mais quand même, ce lundi, c'est le 54e anniversaire de l'indépendance du Mali. Adam Tcham, pour la symbolique, on aurait aimé avoir quelque chose à se mettre sous la dent par rapport au 22 septembre, quand même. Ça aurait été très très bien d'écouter le président de la République ce soir se réjouir d'un accord signé à Alger. Ah, c'est ce qu'il va dire ce soir. Vous êtes au courant de son discours? Ça aurait été, oui. qui ne remette pas en cause l'intégrité et la souveraineté du Mali. Moi, ce que je trouve, Serge, je ne sais pas, le ACUA fait partie, comme le MNLA, ont quand même signé récemment un
un texte à Alger disant que ils veulent le fédéralisme. Seul le MAS, en fait, s'est apparemment dissocié de ce groupe. Et donc, je ne sais pas si on peut dire que le HCEA aujourd'hui n'est pas indépendantiste, fédéraliste ou sécessionniste. Je ne sais pas si on peut le dire. En revanche, on reste toujours dans la situation où Alger, mais si on ne fait pas attention, remet en cause les acquis de Ouagadougou. Et ça, c'est quand même, c'est gravissime, parce que à Ouagadougou, ils ont signé, le groupe armé ont signé, qui s'engageait à respecter l'intégrité et la souveraineté du territoire malien. On s'est tous réjouis du fait que Alger est dans le jeu parce qu'on pensait que l'Algérie était un levier important et que la question même de l'autonomie n'allait pas être posée là-bas. Mais on se rend compte effectivement que ça n'a pas été le cas et rien n'est à écarter, y compris effectivement que nous allions de round successifs en round successif sans un accord, comme les accords qui ont donné le Sud-Soudan ou comme des accords du Darfour qui ont pris une quinzaine de rounds. Et moi j'avais pensé franchement que l'avantage d'avoir l'Algérie, c'était qu'on n'aurait pas tout ça, parce qu'on a Ouaga qui dit que l'intégrité du Mali n'est pas négociable, et on a l'Algérie qui semble avoir beaucoup de leviers sur les groupes armés. Et pourtant. Je pense que la technique de négociation des Algériens, qui n'est pas une technique parfaite à mon avis, mais la technique des médiateurs est de peut-être de laisser parler tout le monde d'abord, lorsque vous allez à une table de négociation. Je reste persuadé d'une chose. Il y a Ouaga. Oui. Est-ce que l'accord de Ouaga est mort? L'accord de Ouaga ne peut pas mourir comme ça, à mon avis. Alors, si l'accord de Ouaga n'est pas mort, on ne peut pas à Alger poser la question de l'intégrité de la souveraineté du Mali. Est-ce que la crainte, c'est pas à ce niveau-là, en allant vers l'autonomie, la fédération, c'est des paliers qu'on va franchir progressivement jusqu'à un jour, on va nous parler d'indépendance. C'est évident. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser passer le premier niveau. Et je pense que ce qui va être déterminant, c'est la proposition algérienne, parce que jusque-là, pas seulement algérienne. Vous avez l'ONU, la MINUSMA qui est là-bas. Vous avez les négociateurs ont laissé. Les négociateurs ont laissé tout le monde parler et ils se proposent, après la fête de Tabaski, de faire une synthèse et de pouvoir rapprocher les deux positions. Donc, ce sera déterminant de voir quel est le contenu qu'ils vont retenir dans cette feuille dans cette plateforme-là déjà. Ok, Babara Kouna. Ouais, revenir sur deux choses, M. Cham le disait tout de suite, la remise en cause de l'intégrité territoriale, ce n'est pas la remise en cause des acquis d'Alger 1, mais c'est la remise en cause de l'accord préliminaire même de Ouaga, sur lequel toutes les parties s'étaient engagées, y compris ceux qui avaient signé la déclaration de Ouagadougou. Tout le monde était d'accord que l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Mali étaient reconnues, garanties. Maintenant, par rapport à la position officielle du Mali, mais je crois que c'est connu, ça a été dit bien avant aujourd'hui. Le président de la République l'a dit dès les premières heures, tout est négociable sauf l'intégrité territoriale. Maintenant, elle est soutenue par, on va dire, les deux propositions concrètes, la régionalisation, la décentralisation poussée. Mais je pense que toute cette discussion aujourd'hui met en perspective l'absence de débat politique national, puisque avant tout, la crise, elle est locale, mais les solutions apportées sont des solutions nationales. Et jusqu'à présent, il y a eu, je crois, 2 représentants par région pour la société civile, mais ça n'en fait pas un débat national. L'appropriation, en fait, l'accord d'Alger, 2 ou 3 mois, on l'espère bien, doit être n'est pas une finalité, c'est le début. À la différence, puisqu'on parle de tirer les leçons des discussions précédentes, des accords qui ont été déjà signés, donc, en tirant les leçons, on doit quand même aller vers ce débat national sur cette question, même si elle est locale, mais qui concerne toutes les régions, ça a été dit. Les problèmes évoqués, même si aujourd'hui ces groupes armés disent qu'ils ne sont pas allés à Alger pour négocier le développement du Nord, mais c'était la question qui a été mise en avant. Ça concerne toutes les régions du Mali, en fait. Et on ne doit pas occulter également qu'on parle de régionalisation ou d'autres choses, la question de gouvernance, parce qu'il ne faut pas oublier que la crise sécuritaire de 2012 a été amplifiée par une crise institutionnelle et tout le monde est d'accord sur la gouvernance, la crise de gouvernance. D'accord. Oui, Alex. Oui, non, je voulais dire, c'est prévu dans le chronogramme que, effectivement, avant de signer, qu'il y ait une restitution et une amélioration du document à la base. Donc, je pense que les enjeux ne sont pas, disons, premièrement à ce niveau. C'est qu'il y a
effectivement disons à craindre, c'est le contenu de ces régionalisations, disons... Est-ce que les mouvements armés ne sont pas confortés souvent dans leur thèse, dans leur opinion, tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a une autonomie de fait à Kidal? Oui, forcément. Il y a une autonomie de fait à Kidal. Il y a une autonomie de fait à Kidal, mais Kidal ne bouge pas. C'est-à-dire, Kidal n'est pas une ville administrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mairie, il n'y a pas d'administration. Donc, de notre côté, les groupes armés qui contrôlent la ville de Kidal ne peuvent pas continuer non plus à vivre comme ça. Donc, forcément, on va vers une solution. Je voulais revenir un mot sur le fédéralisme dont on parle. À un moment, le fédéralisme, on a entendu parler de ça il y a à peine une semaine. Avant, c'était l'indépendance. Oui. Après l'indépendance, on a parlé de quoi? D'autonomie. Donc, si vous voulez, on descend plutôt. On ne va pas vers les extrêmes. C'est pour ça que je reste persuadé, en ce qui me concerne, qu'il s'agit d'une technique de négociation. Ça a été, par exemple, l'histoire de la création fictive d'une ambassade dite de l'Azawad dans des pays européens. J'ai vu sur le net, un peu partout, ils ont créé une ambassade. Mais enfin, non. Donc, en termes de technique de négociation, ils sont tout à fait dans leur droit de réclamer ça pour avoir ça. Mais ce qui va être évident, à mon avis, et je vais terminer, je reste persuadé, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne va pas avoir des résultats, qu'on ne va pas avoir des accords avant 2 mois. Ce que les groupes armés veulent aujourd'hui, la différence entre Alger cette fois-ci et les autres, les fois passées, c'est qu'ils veulent un chronogramme, c'est-à-dire qu'on s'entend sur ça. La route, par exemple, Gao-Kidal, on décide de la construire. Telle date, la route doit être construite. Telle date, il doit avoir ça. Donc, c'est un débat de fond, mais pour le moment, Alexis l'a dit tout à l'heure, bientôt c'est la fête de Tabaski, ça va assagir tout le monde, à mon avis. Dernier thème de l'émission, la France, avec un chef de guerre nommé François Hollande. Après le Mali et la République centrafricaine, il pointe le canon contre l'État islamique, une entrée en guerre qui intervient au moment où le président a atteint un seuil d'impopularité jamais égalé. Jusqu'à présent, il n'effectuait que des vols de reconnaissance, comme celui-ci, il y a quelques jours encore, depuis la base aérienne d'Al-Dafra, aux Émirats arabes unis. Mais ce matin, quand ils ont décollé à 9h40, les pilotes français avaient une autre mission. À bord de leur Rafale, ils ont pris la direction du nord-est de l'Irak, non loin de la ville de Mossoul, au plus près des lignes de front qui séparent les combattants kurdes des djihadistes de l'État islamique. Leur objectif, un dépôt logistique. Un dépôt de carburant, mais aussi d'armes et de véhicules militaires. C'est François Hollande qui a ordonné ces frappes. On le voit ici dans la matinée aux côtés de son chef d'état-major particulier et de son conseiller diplomatique. Les pilotes français et leurs appareils sont rentrés sains et saufs à leur base à 1500 km plus au sud. Ce premier raid est un succès, dit-on à l'Élysée, et l'on prévient qu'il y en aura d'autres dans les jours à venir. Voilà, il y en aura d'autres dans les jours à venir. Alexis Calabri, qu'est-ce qui fait courir la France, sinon François Hollande? On l'a vu en chef de guerre en République centrafricaine au Mali. Aujourd'hui, c'est en Irak contre l'État islamique. Je crois que le premier succès, celui du Mali, l'a poussé à multiplier les exemples, mais de la mauvaise manière, on peut dire, parce que cette fois-ci, même si la cause est noble, la lecture me semblait ne pas être bonne. Oui, Baba Dakono, est-ce que c'est pour remonter dans les sondages? Bon, déjà, pour remonter dans les sondages, c'est difficile parce que la perception de la population française, ils sont très divisés sur cette question. Si la guerre au Mali, l'intervention au Mali et en RCA était partagée par une grande majorité de la population française, ce n'est pas le cas avec cette intervention, puisque les deux... Pour une partie, c'est justifié, pour une autre, c'était pas la peine. Il pouvait s'arrêter au soutien politique qu'il a déjà affirmé envers les États-Unis. Ce n'était pas nécessaire d'aller jusqu'à appuyer un soutien militaire à la guerre américaine. Mais il y a aussi d'autres enjeux, parce que ce qu'on ne dit pas dans ces interventions, c'est qu'il y a des enjeux géostratégiques, des enjeux énergétiques. On n'oublie pas, on a parlé de la base tout de suite dans l'élément qui est passé, d'Abu Dhabi, dont sont partis les Rafales. C'est que la France aujourd'hui est en train de négocier un contrat de 20 milliards d'euros avec l'Arabie Saoudite, un soutien à cette intervention américaine en Irak ne fera que rapprocher ou non réconforter les négociations par rapport à
à cette affaire entre l'Arabie Saoudite et la France. Mais au-delà, c'est quand même, le contexte est quand même différent quand il s'agit du Mali, de la RCA, non seulement au niveau de la perception de la population française, mais aussi du type d'appui en fait, puisque ici la France intervient en appui aux États-Unis, alors que au Mali, en RCA, la France, François Hollande était chef de guerre. Il avait fait cavalier seul. Oui. François Mitterrand, à l'époque de la guerre du Golfe, disait si vous voulez être là après, il faut être là pendant. Non. Donc ça, c'est une affaire d'intérêt d'abord. Donc il ne faut pas être manchot, à mon avis. Mais là où je suis réservé, c'est que dans le cas du Mali, ou comme dans le cas de la Centrafrique, il y a eu des troupes au sol. C'était une véritable organisation. Donc, mais là, pour le moment, on n'assiste qu'à des frappes. Ils pourront ralentir la marche ou le rythme des islamistes dans ce pays, mais ils ne pourront pas les renvoyer. Ils ne pourront pas chasser les islamistes tant que il n'y aura pas de troupes au sol. Et c'est pour ça que je me permets de dire qu'à mon avis, c'est une mesure, ces frappes constituent pour moi des mesures cosmétiques pour le moment. Oui, Ramcham. Est-ce qu'il y va pour des raisons électoralistes? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que les États-Unis sont déjà en Irak. Et Obama a demandé effectivement le soutien des Occidentaux. Et deuxièmement, ce qui s'est fait en Irak est très grave. C'est l'annonce de la création d'un califat, donc d'une république islamique. Et ce n'est pas que l'Irak qui est visé. Il y a aussi la Syrie, sur laquelle on connaît depuis très longtemps la position française. Et donc, au lieu de faire un calcul risqué qui est d'envoyer des troupes, il a opté pour un risque calculé qui est d'envoyer l'aviation faire des frappes. Obama sera content. La France règle un problème parce qu'il y a quand même 900 Français, près d'un millier de Français qui sont en train d'aller se battre en Syrie, en Irak, etc. C'est un problème sur 3 Syriens. Voilà, c'est un problème sérieux. Je crois que toutes ces considérations ont joué. Sinon, qu'il y a comme un empressement français parce qu'il y a déjà une alliance. Entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, mais aujourd'hui la France essaie de se substituer un peu à la Grande-Bretagne. Non, il y a deux niveaux. D'abord, Poutine et Bachar ont passé leur temps à dire il y a un problème, disons, sous-jacent d'intégrisme qu'il ne faut pas occulter. Ils l'ont occulté en créant de toutes pièces ce qu'ils ont appelé l'armée syrienne libre qu'ils ont soutenue, mais qui en réalité était juste, disons, un paravent permettant à d'autres mouvements d'émerger. On ne sait pas, Alexis, si Assad lui-même n'est même pas derrière certains de ces mouvements. Hein. Mais non, je doute quand on voit la virulence de ces mouvements, y compris contre Assad. Donc, en tout cas, il a prévenu qu'il y avait ce risque-là. Et maintenant, les Français, comme les Américains, dans tous les cas, par rapport au sondage, les Français, c'est connu, sont grognons. Ils ne sont jamais satisfaits d'un dirigeant. Mais il est évident que de plus en plus, Hollande cherche ses marques. Et comme les Américains, ils font une mauvaise lecture. Et je pense que ils sont en train de faire le lit de notre problème. Ok, Serge, je voulais revendiquer une partie de l'intervention d'Adam Thiam tout à l'heure qui disait, ça je n'ai pas évoqué ça, qui disait il y a quand même un danger, c'est-à-dire que c'est un État islamiste qui se crée, où on va couper des têtes, on va couper des mains, où on va instaurer la violence. Donc intervenir, c'était quelque chose de normal. Mais je reviens là-dessus et j'en aurais terminé, c'est que mon sentiment, c'est que c'est qu'une intervention française incomplète, parce que les frappes ne vont pas régler le problème. Il faut des troupes au sol, et la France n'est pas prête pour le moment d'envoyer des troupes au sol comme au Mali ou en Centrafrique. Oui, Baba, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, d'abord une petite précision avant d'aller dans... C'est que, en fait, en termes de sondage ou de fonds de commerce politique, c'est connu. Les affaires étrangères en France, ça compte peu, en fait, dans l'opinion publique ou pour changer véritablement les sondages ou pour ramener un président
président dans les sondages. Maintenant, par rapport à ce qui se passe, d'abord, le fait que, comme M. Serge le disait tout à l'heure, c'est qu'elle est non seulement des frappes aériennes, mais je crois que l'Élysée a été clair, elle ne va concerner cette intervention que l'Irak. Il n'est pas question d'intervenir pour le moment en Syrie ou ailleurs. Il livre des armes. Oui. Qui tombe entre les mains des djihadistes. Oui, absolument. Et maintenant, sur la question maintenant de milliers de Français qui sont terroristes, moi je pense que cette question, oui, c'est alarmant, c'est dangereux la création d'un État islamiste, mais cette question, c'est une question de sécurité intérieure, ça se règle en France. Ok. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres... Oui, ok, oui, Adam. C'est la troisième fois. Non, mais vous avez trop parlé quand même. Non, pas du tout. Mais non, mais ce que Serge a dit, c'est vrai, les frappes ne vont pas régler le problème. Mais il ne faut pas croire que cette guerre est comme celle du Tchad ou celle de Serval, que ça n'aura pas de répercussions intérieures. Parce qu'il y a deux amours français qui sont attaqués, enfin occidentaux qui sont attaqués, les chrétiens qui avaient été effectivement chassés et les Kurdes. Et donc, je crois que même si ils ne pourront pas avoir totalement raison des djihadistes, si le Kurdistan est épargné et il est en train d'être libéré, et si les chrétiens ont la paix, effectivement, ils peuvent considérer là-bas que l'objectif est atteint. Pour ce qui est des djihadistes français qui sont là, oui, c'est une question de politique intérieure. Mais le plus simple, c'est de détruire toute velléité de califat, comme on est en train de le voir en Irak, parce que aujourd'hui, il y a 1000 Français, mais demain, si le califat se crée, ça pourrait être infiniment plus. L'autre aspect, si vous permettez, l'autre aspect par rapport, disons, à cette position française, c'est que, selon beaucoup de spécialistes, déjà en France, il y a des cellules dormantes. C'est-à-dire, comme dirait l'autre, ils ont des gens devant qui Mera serait un enfant de cœur. Donc, ils mènent une action de prévention. Aller frapper sur le terrain, pousser les gens à s'éparpiller, de sorte que soit ça éveille peut-être les cellules dormantes ou que les gens vont faire un mouvement de retour vers le bercail. Est-ce qu'il faut s'attendre à l'élargissement du champ de soutien à cette alliance franco-américaine? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la Grande-Bretagne, l'Allemagne, que d'autres pays occidentaux soutiennent ces frappes? D'une manière générale, si vous prenez l'Allemagne n'intervient pas militairement comme ça. Elle peut donner de la logistique, elle peut donner des voitures, elle peut même permettre de transporter du carburant, mais la question qu'il faut se poser plutôt, c'est pas seulement l'Occident. Est-ce qu'on pourrait voir des pays comme le Mali ou la Côte d'Ivoire, par exemple, participer à cette coalition? Non, mais déjà, ce n'est pas que ces pays. Non, déjà, ce n'est pas que ces pays. Le monde arabe, il y a beaucoup de pays arabes. Le monde arabe, c'est financier, et puis ils accordent, ils permettent le territoire. Voilà. L'Allemagne fera attention, mais elle fera attention en raison de la question turque. Mais de manière générale, elle n'intervient pas militairement. Mais les Occidentaux ne sont pas insensibles. Je veux dire que c'est quand même une guerre incomplète qui se déroule actuellement là-bas. Parce qu'on ne peut pas se contenter des frappes aériennes pour régler la question. Mais incomplète pour la France, puisque les États-Unis font le reste. Ce qui se passe, c'est que les frappes ont quand même stoppé l'expansion djihadiste pour l'instant. Peut-être pas pour longtemps, mais s'il n'y avait pas d'intervention occidentale, l'Irak serait aujourd'hui effectivement un califat consommé. Et ce que la France craint, c'est que ces djihadistes français qui sont formés en Irak ne réimportent le terrorisme en France, tu vois, et comme dans les autres pays. On va finir là-dessus. Donc, c'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Toutes nos excuses aux téléspectateurs. Les réactions sur Facebook n'ont pas pu passer, mais elles seront diffusées lors de la rediff de demain. Elles passeront lors de la rediffusion de demain. Les commentaires, les posts des téléspectateurs. La rediffusion, c'est les lundis à 15h GMT. Merci d'avoir donc suivi ce numéro qui recevait Adam Cham de Républicain et de arawanexpress.com, Alexis Calambri des Échos, Baba Dakono, juriste chercheur, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.